Donc, petite vidéo pour les néophytes, ceux qui veulent apprendre et qui débutent, hein, qui voudraient un jour peut-être travailler en cybersécurité, on va voir le principe d'offensive. Hein. Qu'est-ce que ce qu'on appelle la sécurité offensive? Offensive security. Donc, avec 9 euros par mois, vous aurez tous ces modules hein, que je vous conseille vraiment de faire, qui vont vous former. Commencez par l'introduction, faites le junior penetration pen tester, le pre-security, hein, et puis le complete beginner. À partir de là, vous aurez les bases pour comprendre le blue teaming, cyberdéfense, SOC, la partie offensive, CompTIA, que vous devez maîtriser sur le bout des doigts, et la partie fondamentaux web, puisque, en effet, on n'attaque pas une infrastructure réseau d'une entreprise avec de l'Active Directory comme on attaque une application web, un serveur web. D'accord? Donc, tout ça, c'est à comprendre. Aujourd'hui, on va parler un peu, donc c'est réservé aux néophytes. Si vous êtes confirmé, la vidéo n'est pas faite pour vous. Alors, déjà, c'est quoi cette histoire? C'est quoi la sécurité offensive? C'est quoi un pentester? C'est quoi un red teamer? C'est quoi un ingénieur en cybersécurité? Donc la sécurité offensive, c'est le processus qui va consister à pénétrer dans les systèmes informatiques. On parle d'intrusion, hein, puisque pénétration, c'est quelque peu connoté en français. Je m'arrêterai là. À exploiter des bugs logiciels et trouver des failles dans les applications pour y accéder sans aucune autorisation. D'accord? Donc si on doit battre un pirate, entre guillemets, on doit se comporter comme un pirate. On doit trouver les vulnérabilités, recommander des correctifs avant qu'un cybercriminel ne le fasse. Donc, d'un autre côté, on a tout l'aspect sécurité défensif. Hein. C'est le processus de protection du réseau et des systèmes informatiques d'une organisation en analysant, en sécurisant toute menace numérique potentielle. Vous travaillerez généralement dans un SOC, d'accord? Alors, je développerai un petit peu la partie défensive, d'accord? Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'offensive, bref, introduction, et on va essayer de se mettre en situation comme à chaque fois. Donc, dans un rôle cybernétique défensif, hein, comme disent les Américains, ça fait beau, les ordinateurs et les appareils infectés, hein, vous devez comprendre qui les a piratés, traquer les cybercriminels, surveiller l'infrastructure à la recherche d'activités malveillantes. D'accord? Alors, pourquoi faire ça? Bah, les gens, ils se demandent toujours comment on devient hacker. Hein, hacker, c'est un bien gros mot. On parlerait plutôt de consultants en sécurité ou analystes de sécurité qui vont lutter contre la cybercriminalité en blue teaming, dans le SOC. En fait, vous devez comprendre que le domaine de la cybersécurité, si jamais ça vous intéresse, vous devez constamment vous entraîner avec des exercices pratiques. Hein, c'est pour ça que vous avez Try Avec Me et tant d'autres, mais Try Avec Me est vraiment focalisé au début pour vous donner les connaissances nécessaires pour votre premier emploi dans l'industrie et surtout pour commencer les CTF. Hein. La courbe d'apprentissage est beaucoup plus facile sur Try Avec Me que si vous êtes livré à vous-même avec du hack the box, par exemple. D'accord? Donc, je conseillerais pour les gens qui débutent et qui s'intéressent au sujet de commencer par Try Avec Me. Parce que vous avez tout l'aspect pédagogique, on vous guide. Hein. Vous avez des CTF en black box où vous êtes livré à vous-même, mais la plupart, vous verrez, c'est du white box, c'est-à-dire que on va se focaliser sur une partie du périmètre, une partie des techniques qu'on va utiliser en pentest ou en red teaming. Donc, ça sera beaucoup plus facile et vous serez guidé tout le temps. D'accord? Alors, malheureusement, c'est pas traduit en français, mais vous savez qu'avec une application très simple, vous allez télécharger Mate, vous pouvez facilement traduire les pages. Allez dans votre navigateur, cherchez la partie extension, vous tapez Firefox Market ou Google Market Store. Vous l'avez compris, moi je vais aller dans de mémoire add-on, d'accord? Je vais aller dans mes petites extensions, je vais faire une recherche et je vais taper Made Translate. D'accord? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que ça utilise l'API Microsoft Bing et honnêtement, c'est bien mieux que Google Trad. Très très bon, 103 langues traduites, vous installez, d'accord? Comme ça, déjà, ça va solutionner le problème de barrière de la langue. Quelle langue vous voulez traduire? Ben, je veux en français hein, ou autre. Voilà, faites continuer, continuer et faites start
free. Ok? À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller sur n'importe quelle page. Je vais vous montrer. Donc moi, je suis en train de vous faire l'intro à la sécurité offensive. Et clic droit. Là, il vous dit quoi? Open full page translation. Ok? Il te dit, tu veux traduire toute la page, l'ensemble de la page en français? Oui. Alors, si la page ne se traduit pas, c'est que vous avez un problème avec vos extensions. Il doit y avoir le flux vers l'API de Microsoft qui est bloqué. D'accord? Et vous voyez que voilà, vous vous retrouvez avec tout en français. D'accord? Alors, il y aura quelques petites erreurs de traduction. Pensez qu'avec Mate, vous pouvez laisser et vous avez la partie traduite qui est colorée, la partie originale en anglais pour voir un petit peu où il y a une erreur hein, au niveau de la traduction. Voilà. Donc c'est un outil extrêmement utile, hein, mais après, faites de l'anglais parce que sans anglais, vous ne pourrez jamais bosser dans le métier. En tout cas, à un haut niveau. D'accord? Vous serez limité, hein, puisque tout se fait en anglais. Hein. On va pas se mentir. Même dans les boîtes françaises, on rédige parfois des procédures en anglais. D'accord? Puisque bah, si on a des succursales à l'étranger, des filiales et tout ça, généralement, c'est l'anglais hein, qui prime. D'accord? Donc voilà, ça c'est mon introduction. Et pourquoi apprendre? Bah parce qu'il y a beaucoup de boulot, parce que le boulot est bien payé, parce que bah on peut pas s'en passer, parce qu'en France, comme aux États-Unis, au Canada, euh, on manque cruellement de personnes. Je vous mettrai si vous voulez lire Paul, hein, qui est passé d'ouvrier dans le bâtiment à ingénieur en sécurité. On a Cassandra, qui était professeur de musique, qui est devenue experte SOC. On a Brandon qui a utilisé Try Avec Me à l'école très tôt et qui a réussi à avoir son premier emploi en cybersécurité. Tout ça en faisant des CTF et en bossant sur Try Avec Me ou d'autres plateformes. D'accord? Donc vous avez plein de carrières, il faut approfondir. Mais si on doit résumer en offensif, je vous ai dit, on a les testeurs d'intrusion, hein, ce qu'on appelle un pen tester. Vous êtes responsable du test des produits technologiques pour trouver des vulnérabilités et des failles de sécurité exploitables. Hein. On va faire des tests d'intrusion sur une partie du périmètre de l'entreprise, généralement en white ou en gray box, avec un scope, un périmètre bien défini et on va faire du VR, hein, des vulnerability assessment, des découvertes, exploitation, analyse de vulnérabilité. D'accord? Le red teamer, c'est beaucoup plus grand. Hein. Le red teaming, c'est à l'échelle des armées, c'est jouer le rôle de l'adversaire. Hein. On va faire de l'adversary emulation. On va jouer le rôle d'un adversaire. On va rentrer dans la tête de l'adversaire pour comprendre ses TTP, tactique, technique, procédure, une agence de renseignement. Hein, et on va utiliser les mêmes techniques. Tout va dépendre si vous avez été formé dans le monde militaire ou si vous avez été formé dans le monde civil. D'accord? Et on va fournir des commentaires d'un point de vue d'un ennemi. Je vous ai dit, vous devez rentrer dans la tête de l'ennemi, comme lui. Je vous le dis toujours. Ingénieur en sécurité. Là, on va concevoir, surveiller, maintenir les contrôles de sécurité, les réseaux, les systèmes pour aider à prévenir les cyberattaques. D'accord? Donc, je vous mettrai des ressources. Si vous voulez aller voir, on a ces trois exemples de personnes qui se sont reconverties et qui bossent maintenant en cybersec. Je suis moi-même autodidacte, je vous le répète toujours. Je suis loin d'être le meilleur, mais c'est pour vous prouver que si vous êtes passionné, vous voulez mordre la vie à plein dents, vous aimez votre boulot, vous vous défoncez, vous pourrez, sans aucun diplôme, bosser en cybersécurité. Mais après, il faut savoir se vendre. Il faut prouver de quoi on est capable. Hein. Je ne peux que vous encourager à faire des études très tôt et devenir des ingénieurs hein, de production, réseau, avant de faire une spécialisation en cybersécurité. D'accord? C'est quand même important, ça vous apportera tout ce que moi je n'ai pas eu et que je continue à apprendre des années plus tard. Hein. Mais voilà, on peut se mettre à la cybersec à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire du bug bounty, gagner beaucoup d'argent. Alors encore une fois, hein, c'est un mirage. Ne croyez pas que vous allez devenir extrêmement riche. Il n'y a qu'une infime partie des gens qui gagnent vraiment bien leur vie. Mais même si vous commencez tout en bas, vous verrez que vous allez faire des boulots bien mieux payés que tous les boulots qu'on pourra vous offrir. Ok? Et puis, si vous aimez ce métier, vous verrez, comme disait Confucius, hein, trouve ta passion, ce que tu aimes faire, et tu verras
que tu n'auras pas un seul jour de ta vie à travailler. Je vous laisse méditer sur ces propos. Si vous aimez l'informatique, la cybersec, le hacking, bossez là-dedans, vous verrez, chaque jour est différent. En attaque, tout est différent. En défense aussi. Hein, on se rend compte qu'il y a différents acteurs, de nouvelles techniques. Et je vous ai dit, c'est un travail d'équipe. D'accord? Donc voilà, pourquoi on fait de l'offensif. Maintenant, pour les néophytes, on va se faire un petit exercice, un tout petit CTF, ça devrait pas durer longtemps, à moins que je sois vraiment très mauvais, donc ça peut mettre 1 heure, on va voir tout de suite. Hein. Donc, si vous voulez vous lancer en cybersécurité, je vous disais le meilleur moyen pour comprendre la sécurité à la fois offensive ou défensive, en fonction de ce que vous voulez faire. Moi, je suis rouge, moi, j'attaque. Je connais les quelques bases des bleus, hein, parce que je dois comprendre comment fonctionnent les bleus pour moi contourner leur système de défense. D'accord? Donc je peux pas que faire du rouge. Je suis obligé de faire un peu de bleu. Mais comme la plupart des gens, vous allez voir, qui travaillent dans ce métier, vous allez vouloir faire de l'offensif. La plupart des gens font de l'offensif. La plupart des gens ne veulent pas faire du défensif. Le problème, c'est qu'on a plus besoin de gens en défensif qu'on a besoin d'offensif. Bah, des postes à pourvoir, beaucoup en blue teaming. C'est-à-dire que pour 2 postes à pourvoir en offensif, vous avez derrière généralement 8 postes en défensif à pourvoir. Donc très souvent, et ça va être une étape, un mal nécessaire, je suis passé par là aussi, vous devez commencer par le blue teaming pour ensuite devenir red teamer. Et je pense que c'est un bon processus puisque vous devez d'abord assimiler la partie défensive, voir ce que font les bleus pour ensuite pouvoir les attaquer. D'accord? Après, il y a des gens qui passent directement en attaque. Hein. Mais ne rechignez pas à avoir des boulots en blue teaming pour ensuite faire évoluer votre carrière et passer en red teaming. D'accord? Donc, premier hack, on va se connecter au VPN hein, puisque j'ai besoin de taper l'infrastructure de Try Hack Me en Irlande. Donc, on va aller se connecter au serveur irlandais et pour ce faire, si tu ne sais pas, ben, on va utiliser OpenVPN. Alors, comment je peux l'installer? Je vais faire un install. OpenVPN, il est préinstallé sur Kali hein, ou d'autres distributeurs. Voilà, il me dit qu'il est déjà installé. Parfait. J'ai téléchargé quoi? Mon fichier OVPN. Mon fichier OVPN, c'est tout simplement le fichier de configuration avec la clé de chiffrement privé qui va me permettre de me connecter grâce à la clé de chiffrement public du serveur VPN de TryHackMe. Je paye un abonnement, on me donne un fichier de configuration. Grâce à ce fichier de configuration, je peux me connecter aux infrastructures du client. D'accord? Je vais te donner un exemple. On va faire un WHOIS sur 10, 10, 188, 212. Donc, Waterfront Drive, Los Angeles, CA, Layana, et ça appartient à quoi? C'est privé. D'accord? Donc, il y a une entreprise qui doit payer hein, pour utiliser ces adresses hein, au niveau du registre WHOIS. D'accord? Est-ce que je peux, moi, pinguer cette machine, vous croyez? Qu'est-ce qui se passe? Elle répond pas, cette machine. Pourquoi? Parce qu'elle est sur un réseau privé. D'accord? Donc, moi, je suis sur mon réseau privé et je veux atteindre un autre réseau privé en passant par Internet. Comment je peux faire ça? Ben, j'utilise une connexion VPN. D'accord? La connexion VPN va établir un pont, hein, un tunnel chiffré entre mon ordinateur et les infrastructures, les serveurs qui nous permettent de faire des captures de flag, de pirater de fausses vraies machines. D'accord? Ça, quand vous débutez, il faut bien le comprendre. Donc, si je lance quoi? Une élévation de privilèges, parce que je travaille sur des sockets réseau, hein. Donc, c'est du bas niveau, donc j'ai besoin d'une élévation de privilèges. Je vais lui dire Open VPN, d'accord? Et je vais lui dire mon fichier de conf. J'attends un peu. Voilà. Quand vous voyez ce message, Initialization Sequence Complete, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe?
bah, il faut surtout pas fermer cette fenêtre. Hein? Pourquoi? Bah, si tu fermes la fenêtre, c'est mort. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour pas être emmerdé? Là, je fais un CTRL-C, je quitte. Hein, j'abrège. Je peux lui dire la personne. D'accord? Je lui dis, écoute, tu tournes en tâche de fond et tu me redonnes la main sur mon chef. Voilà. Quand vous débutez, c'est ce que je vous conseille de faire. Ça vous évitera. Il passe pas en background. C'est dingue, ça. Voilà. En théorie, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'accord? Donc j'ai fait un CTRL-C, mais vous voyez que cette fois-ci, le CTRL-C n'a pas fermé la session. Le upper sum, ça lui dit, écoute, tu tournes en tâche de fond. Et là, il est résident. Via PSAUX, je vois hein, ma session OpenVPN. Tiens, c'est marrant, depuis que j'ai établi la connexion avec le VPN, vous voyez que cette fameuse adresse privée que je ne pouvais pas pinguer, maintenant, bah, je peux totalement le faire. D'accord? Donc voilà, la machine a attaqué. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh ben, il nous faut comprendre. D'accord? Donc à chaque fois, vous démarrez la machine sur Try Avec Me, vous lancez votre connexion euh, au VPN via OpenVPN, votre fichier de conf qui se termine tout le temps par OVPN, d'accord? Et parfois, bah, il faudra ouvrir des ports. Hein, je vais vous montrer. Alors, je vous montrerai pas mes certificats, je suis pas fou. Par contre, on voit le début du fichier de conf au VPN. D'accord? Donc ça décrit les chiffrements, les ciphers hein, qui sont utilisés, l'authentification au niveau des algos, au niveau de la crypto. Nous, le plus intéressant quand vous avez besoin de troubleshooter, hein, entre guillemets, on voit le remote, hein, on a l'adresse IP sur laquelle ça tape et le port. D'accord? Donc le premier truc à faire, si jamais il y a un problème, c'est que peut-être là, en l'occurrence, quoi? Eh ben le port 1194 est quoi? Est bloqué par votre pare-feu en sortie. D'accord? Puisque c'est vous qui établissez la communication vers les serveurs euh, VPN de Try Avec Me. Donc c'est une connexion sortante. D'accord? Pas entrante. Donc voilà, vérifiez bien ça. D'accord? Et puis vérifiez que vous pouvez bien pinguer cette adresse. Hein. En toute logique, ça devrait être le cas. Ok? J'arrive à pinguer le serveur OpenVPN de TryHackMe, le serveur principal situé en Europe, en Irlande notamment, et je vois qu'il répond sans problème. J'ai un run, un RTT, un round time to live de 36. D'accord? Donc on voit que en moyenne, je mets 37 millisecondes, 38 millisecondes aller-retour. D'accord? Donc on a un RTT de 36, 28 paquets transmis, on voit que la connexion est parfaitement stable, on peut commencer l'exercice. Alors, un outil que vous allez utiliser beaucoup, c'est tout simplement GoBuster. GoBuster, DearBuster, vous en avez beaucoup. Vous avez Derb, vous avez GoBuster, vous avez DearBuster, et c'est le même but. C'est énumérer à partir des dictionnaires et trouver une liste de noms de pages de répertoires potentiels, accéder à un site web avec chacun d'eux et voir s'il y a une page qui existe. Hein, c'est ce principe de reconnaissance d'énumération. Là, on a une banque hein, qui s'appelle Fake Bank. Et moi, je veux connaître les répertoires et les pages cachées. On peut utiliser, donc, je vous disais, tous ces outils. Et vous avez également Faf, hein, que je vous présenterai. Je vous ferai des vidéos sur Faf, qui est très très bon aussi. D'accord? Donc voilà. Toujours plusieurs outils pour faire la même chose. Hein. Là, dans cet exemple, on va utiliser GoBuster. Donc, on va vérifier qu'il est installé. Voilà. GoBuster, il vous dit, bah, tu vas me donner l'arborescence, hein, le fichier pour énumérer. S'il y a besoin de faire de la reconnaissance, de l'énumération de sous-domaines DNS, bah écoute, utilise le mode DNS. Très souvent, on utilise le mode dir. Hein. On a un mode fuzz aussi hein, pour fuzzer, c'est-à-dire pour tester hein, des points de terminaison et trouver, encore une fois, le but c'est de trouver des pages qui nous intéressent. Si vous attaquez des infrastructures AWS, Amazon S3 Bucket, il y aura ce mode.
vous avez la version et le mode vhost, que généralement, en tout cas pour les CTF, on ne se sert pas. Ensuite, pour les flags, ce qui nous intéresse le plus, on peut jouer sur le temps, hein, pour avoir un peu moins de faux positifs ou lui laisser plus de temps pour énumérer. On peut modifier le nombre de threads pour accélérer la démarche. Pensez que quand vous faites une attaque de brute force, d'énumération ou d'attaque, plus vous voulez aller vite, plus vous risquez d'avoir de faux positifs. Hein, puisque à vouloir forcer les communications TCP/IP et le nombre de threads, peut-être votre ordinateur est extrêmement puissant et il est capable de gérer ce surcroît de charge de travail, d'entrée-sortie, de bande passante. Par contre, le serveur que vous attaquez, s'il y a déjà plein d'utilisateurs qui sont dessus, pensez que vous n'êtes jamais tout seul sur Internet, il y a des chances pour que vous le fassiez cracher ou qu'il mette du temps à répondre. Hein. Il va être saturé, lui, au niveau de sa bande passante, au niveau de ses grappes de disque dur, ses entrées-sorties, peut-être ses cycles CPU. Donc pensez, vite, c'est bien, mais pas tout le temps. Hein. Donc c'est à vous, après, avec l'expérience, eh ben, de comprendre en fait. Hein. Quand est-ce qu'il faut aller vite, quand est-ce qu'il faut aller lentement. Donc là, le but, c'est, on va demander à GoBuster, je vous disais, de trouver des pages sur le site web qui sont cachées. Hein. Si on doit développer un petit peu, la plupart des entreprises, elles ont une page de portail d'administration qui va donner à leur personnel l'accès au contrôle d'administration. D'accord? On l'utilise tous les jours pour des opérations quotidiennes. Donc si on a une banque, on a peut-être un employé qui va avoir besoin de transférer de l'argent, ok? Vers et depuis des comptes clients. Donc ces pages, elles sont pas rendues privées. D'accord? Puisque les attaquants pourraient trouver ces pages cachées, entre guillemets, qui affichent et donnent un accès à des contrôles d'administration ou à des données sensibles. Hein, vous comprenez la nature, d'ailleurs, sensible de tout ça. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver des pages potentiellement cachées d'un site web. Là, on va aller sur notre site FakeBank et on va voir tout simplement si il répond. Alors, pour vous montrer aussi la logique, on va essayer de taper et pinguer http fakebank.com. Il n'arrive pas. Hein. Il n'arrive pas à résoudre. Donc très souvent, quand vous faites des CTF, il va falloir aller dans les fichiers de configuration ETC. Dans ETC, etc., on a tous les fichiers de configuration Linux et on va aller dans host et sudo nano pour éditer. Ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'adresse IP de la machine qu'on attaque, qui est la machine Try at Me, et on va lui donner un FQDN, hein, c'est-à-dire un nom DNS, Full Qualified Domain Name. Et je vais lui dire, écoute, moi je veux que ça soit fakebank.com. CTRL O, entrée, CTRL X, au revoir. Donc, on va aller sur notre super site, http fakebank.com, et on arrive sur la fakebank.com, une des meilleures banques au monde, vous vous en doutez. D'accord. Donc, comme chaque fin de mois, euh, comment ça on est en début de mois? Comme chaque fin de mois, je suis un peu en galère. Je suis à moins 1200, hein, vous voyez mes derniers achats. Alors, je suis un très bon capitaliste, j'adore me balader en Uber, aller chez Apple et bouffer au fast-food. Donc voilà, classique account, je m'appelle G Benjamin, j'ai le bank account number. Ok, là, on a des messages en attente. C'est assez succinct, on a notre service. Donc là, je fais du Happy Pass. J'essaie de comprendre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Est-ce que ça charge? Donc là, c'est fake. On peut regarder le code source quand même. Ok, pas grand-chose. Hein. Si je veux faire un peu de reconnaissance, qu'est-ce que je peux utiliser que j'ai pas réinstallé? On va aller le faire ensemble. Je peux utiliser Weapon Analyzer qui va me donner des informations sur la technologie qui fait tourner le site. Voilà, je prends ça, je le télécharge. Et maintenant, je peux aller sur le site qui m'intéresse. Donc nous, on va revenir sur notre banque.
Hop. Et là, je peux cliquer. Et là, il nous dit pas de technologie. Pas de chance. Il n'a rien trouvé. Il fallait recharger. Donc, on voit qu'au niveau des scripts qui gèrent les polices d'écriture, on utilise une techno qui s'appelle Font Awesome. On a Popper, que je connais pas, qui est en divers. On a Bootstrap, qui est très connu, hein, qui permet la UI, hein, la User Interface, et on a du jQuery au niveau des librairies JavaScript. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez cliquer et il vous dit, bah là, Popper, hein, c'est un moteur de référencement. Est-ce que vous êtes dans le vrai ou pas? Hein, je vois que, voilà, il y a certains sites, TryAcme utilise 0,2% de Popper. Ok? Donc tout ça, ça sera extrêmement utile. Je vous conseille Web Analyzer. Mais nous, là, j'ai pas accès à grand-chose. D'accord? Il n'y a rien dans le code source. Donc il va falloir qu'on trouve un autre système. Pourquoi? Eh ben tout simplement pour en savoir un peu plus. D'accord? Donc pour GoBuster, il nous faut deux paramètres. Je lance le programme, on veut énumérer des directories, et là, il nous dit, ouais, voilà, tu vois, il manque word list. Donc il faut qu'on lui mette quoi? Le word list. Donc word list, on va prendre un truc aléatoire. Dans user share word list, vous avez les dictionnaires, hein. Le principe du dictionnaire, c'est une liste de clés valeurs, enfin clés valeurs, clés valeurs, clés valeurs, ou juste uniquement des valeurs. Et vous pouvez commencer par, allez, généralement, quand on commence, on va utiliser Dearbuster, et dans Dearbuster, vous avez la directory list de 3 médias. Allez, on fait entrer, et il va nous dire petit à petit, vous voyez que dans notre dictionnaire, on a quoi? On en a 220 561, ce qui fait que je vais booster un peu le truc, hein. Qu'est-ce que j'ai vu là? Fred, je vous ai dit, il faut pas aller trop vite, mais bon, là, c'est un exemple. Je me prends pas la tête, je vais lui dire, écoute, nombre de Fred, tu vas m'en mettre, je sais pas, 60. Et vous voyez que ça va tout de suite un peu plus vite. Donc à chaque fois, il nous dit à la racine, tu as une arborescence image, CSS, JS, hein, tu as les codes d'erreur. Donc ça, pareil, hein, les codes d'erreur, il va falloir les apprendre. C'est les codes d'erreur HTTP, hein, get. Donc vous avez du 300, 301, 302. 301, c'est une redirection, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, on peut aller voir. C'est pas grave, HTTP 301. Hein, le 404, vous le connaissez tous, c'est notre forme. 301, move permanently ou redirect. Donc c'est une redirection d'URL permanente. D'accord? Vous devez absolument apprendre tous les codes HTTP par cœur, quoi. Il n'y en a pas non plus 500 000. Au moins les grandes catégories, hein. On a du 200, du 300, du 400, du 500. Plus important. Donc qu'est-ce que fait le programme? Si vous débutez, je lui dis de pointer vers l'URL. Il va faire une requête GET. Comme votre navigateur, il va demander le chargement de la ressource à partir de la liste qu'on lui a donnée. Et à chaque fois, hein, on lui demande de nous afficher le code qui a été renvoyé, hein. On oublie qu'on n'a pas besoin de votre navigateur web. Pourquoi? Pour communiquer avec un serveur. Ok? Je peux utiliser un programme codé de toutes pièces. Je peux utiliser curl, hein, qui va me permettre de faire tout simplement des requêtes get, post. Je peux utiliser burp. Je peux utiliser plein d'outils, hein. Quand on débute, on se dit, ah bah non, pour aller sur Internet, il faut utiliser un navigateur web. Non, c'est faux. Tu peux communiquer avec un serveur web à distance sans navigateur. D'accord? C'est exactement ce que fait. Et c'est ce principe. On va utiliser soit des méthodes get, soit post. Il y en a plein d'autres. Les autres, généralement, sont utilisés en administration. Ok? On a du trace, on a
On en a plein d'autres. Et je lui ai dit au programme le 404, donc les codes d'erreur, tu me les affiches pas. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris que sinon on aurait peut-être 220 000 erreurs 404 parce que c'est pas présent sur le serveur. Donc on n'a pas envie d'être pollué. On lui demande d'afficher que les résultats valides. Hein, parce que j'ai travaillé longtemps dans les banques et euh, on va faire un petit nano. Hein. Hop. Et je sais qu'il y a quoi? Il peut y avoir un truc qui s'appelle banque transfert. Ok. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'il y a peut-être un banque transfert. Hein? Donc je peux lui dire fuzz. Ok. Donc là, il me dit, écoute, ouais, un status 200, il y a un truc qui existe. Et si on regarde, hein, je vous dis, bien sûr, encore une fois, c'est un exemple. Si je regarde dans mon dico, il y a un truc qui correspond. Hein, là, je suis passé en mode fuzz. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire 4 dico.txt. Pourquoi il veut pas? Ah, c'était banque, pardon. 4 banques. Allez. Alors, ici, banque transfert, ouais, ok, il m'a foutu la merde. Donc, revenons sur notre site. Si maintenant je dis banque transfert, page not found. Passons au deuxième. Ah, ça devient intéressant. On a en effet trouvé un truc. Transfert de l'argent. Hmm. Ah, intéressant. Est-ce que je peux lui dire? Envoie de l'argent à partir de, je sais pas, 22,76. Mon compte en box, c'est le 20, 88, 81. Et on va se virer 2 000 $. Transfert complete. Hmm. Rafraîchi. Félicitations. Vous avez hacké la banque. On est repassé dans le positif. 767,68. Voilà. Et vous voyez que Fake Bank Staff nous a viré de l'argent. Donc voilà, c'est mise en situation pour mieux comprendre comment ça fonctionne. C'était une introduction pour les néophytes. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.